Salut à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, avec un vrai contenu concernant l'univers étendu Naheulbeuk. Comme ça fait bientôt 25 ans que je travaille dessus, il était temps, diront certains. J'ai ouvert pour l'occasion une nouvelle rubrique Univers étendu Naheulbeuk, et nous allons parler aujourd'hui du gros pack d'environnement visuel que j'ai mis en ligne pour illustrer mon dernier roman, Le Plan Galzanien. Car oui, quand on fait du jeu de rôle, on aime bien savoir où on met les pieds. Et c'est souvent dans la gueule, comme dirait Chuck Norris. Nous allons faire un petit tour d'horizon des fichiers qui ont été livrés il y a quelques semaines sur mon site, et je vais vous renseigner sur leur utilité. Les images que vous trouverez dans le pack de plans pour ce roman sont une première. Je ne l'ai pas fait pour les romans précédents, parce que notamment je n'y avais pas pensé, et aussi parce que je n'avais pas le logiciel que j'ai aujourd'hui, à savoir Dungeon Alchemist. Si vous connaissez ce logiciel, sachez que je n'utilise quasiment jamais la fonction d'IA pour meubler les intérieurs, car je trouve qu'elle manque à la fois de logique et d'intérêt, donc je le fais presque tout à la main. Les plans qui sont fournis sur mon site sont délivrés dans une résolution nettement supérieure à celle de cette vidéo. Il existe aussi plusieurs plans et cartes représentés ou utilisés dans certains de mes bouquins et BD de la saga principale, dans les saisons 1 à 6 et même pour les Fiers de Hache. Vous avez notamment sur le site du GDR Naheulbeuk des plans complets du donjon de Zangdar, ainsi qu'un certain nombre d'autres idées scénaristiques pour les utiliser au cours de vos parties. Si vous fouinez un peu, vous trouverez également le plan de la ville de Xanyouf, ville natale de la magicienne, dans laquelle on s'arrête un moment pour le 3e tome des BD Fiers de Hache, la rançon du succès, et un plan des ruines infestées de ghouls visité également dans cette BD. Pour ce qui concerne les plans dont nous allons parler ensuite, ils ont au moins deux usages. Donc permettre une lecture augmentée de visuels pour ceux qui lisent actuellement mon nouveau roman, et pouvoir utiliser ces lieux ensuite dans vos parties de jeux de rôle, que ce soit sur table virtuelle ou bien IRL. Les plans semblent peu vivants car je n'y ai pas mis de personnages, mais c'est fait exprès car c'est au maître de jeu de les disposer en fonction de ses besoins. Attention, spoiler léger. Pour ce qui concerne le roman Le Plan Galzanien, on commence l'histoire dans la cité de Glarg, la destination que visaient les aventuriers à la fin de la dernière histoire courte des Fiers de Hache, après un passage à Xanyouf et à Bardol. Je n'ai pas fait les plans de la première auberge utilisée dans la scène d'ouverture parce que j'avais l'intention d'en faire déjà un pour l'auberge Galahan et que celle-ci était plus intéressante. Mais il est possible que je rajoute plus tard celle de Glarg. L'un des premiers lieux visités dans le chapitre 2 est l'ambassade des Sylvains dans le quartier elfique principal de Glarg, au sud-ouest de la ville. Les aventuriers avaient rendez-vous à cet endroit depuis qu'ils étaient partis en mission dans le tome 2 des Fiers de Hache, l'héritage de Folonariel, afin de délivrer le fameux trésor sylvain. L'ambassade dispose d'une grande salle de réunion située dans un arbre immense qui domine la place sur la gauche, et qu'on voit dans une saison précédente, mais qui n'est pas sur le plan car je n'avais pas de modèle 3D capable de restituer l'endroit comme il faut. On peut toutefois s'y rendre par ce chemin. Le quartier elfique est évidemment très boisé, très vert, parsemé de fleurs et de buissons. Il y a dans le voisinage plusieurs demeures étranges, comme celle-ci en bas à droite. Ce plan toutefois est centré sur la demeure résidentielle des ambassadeurs. Le rez-de-chaussée de cette grande bâtisse, après l'entrée principale, est l'endroit où se déroule la scène de retour des Fiers de Hache. Il comporte pour la partie intérieure un grand salon, ainsi que les archives et la collection de livres des ambassadeurs sylvains. Il y a 3 espaces dédiés à la lecture et une petite fontaine pour se rafraîchir. Sur la droite, une salle à manger capable d'accueillir une quinzaine de convives jouxte l'espace cuisine. Celui-ci est découpé en deux avec une réserve pleine de victuailles. Bon, évidemment, ce sont surtout des légumes et du pain. Cette partie du bâtiment offre également 2 escaliers ainsi qu'un petit espace pour les latrines. Pour ce qui concerne la partie extérieure, il y a un espace détente et relaxation sur la droite avec une grande fontaine. C'est un endroit où se déroule une scène concernant Sonjaska et le chef Torog. Ensuite, au-dessus, on trouve le grand jardin permettant aux cuisiniers de cultiver un certain nombre de légumes et de récolter du miel et des épices. Vous remarquerez que les employés ont une porte permettant de se rendre du jardin à la cuisine, c'est évidemment pour des raisons pratiques. Mais qui dit Sylvain dit poney, et donc c'est en toute logique que vous allez également trouver ici une écurie donnant sur le jardin. 2 grandes portes permettent d'y accéder depuis la rue et éventuellement de laisser passer un chariot de petite taille. C'est généralement là que les aventuriers vont laisser le gros de leurs affaires.
Montons ensuite à l'étage. J'ai représenté en bas le balcon dessiné par Marion Poinceau dans la BD qui permet aux Sylvains d'apprécier la vue sur le voisinage. Vous retrouvez évidemment les 2 escaliers, ici et là. L'étage comporte 6 chambres de tailles et de formes variées, l'une d'entre elles avec un bureau qui est probablement réservé à l'ambassadeur, et cette dernière en bas à droite réservée à la reine. C'est la seule qui a sa propre salle de bain. La salle d'eau ici est partagée par le reste des résidents. Dans le cadre d'un scénario de jeu de rôle, cette ambassade peut servir à protéger un VIP qui pourrait être recherché par des tueurs, à conduire une enquête pour meurtre, à faire une halte dans un environnement paisible ou pourquoi pas à planifier un cambriolage de nains vengeurs. Un passage du livre se déroule ensuite au palais de Glarg. C'est un endroit qu'on a visité précédemment, pendant la saison 5 notamment, pour le conseil de Suac. Le palais est gigantesque et je n'ai jamais pu trouver le temps de le détailler entièrement car c'est une montagne de boulot et mon logiciel ne peut pas supporter une telle superficie de toute façon. Toutefois, le plan général des lieux est disponible sur le site du JDR. La célèbre salle des fêtes notamment est très haute de plafond et elle occupe également les étages 1 et 2. Vous avez même des souterrains. Le palais est toutefois un endroit très bien gardé dans lequel, a priori, des aventuriers ne pourraient pas se battre sans se faire tuer ou emprisonner, donc on y va en général plutôt pour discuter. Beaucoup de lecteurs m'ont parlé ces derniers temps d'un autre de mes romans, Les Veilleurs de Glarg. Dans ce livre, en effet, on passe pas mal de temps dans l'enceinte du fortin, qui héberge aussi bien les gardes de la ville que les militaires de passage ou les recrues à entraîner. C'est là que vit l'unité Furet. Au début du nouveau roman, Le Plan Galzanien, on passe un court moment dans ce fortin au chapitre 2, mais je me suis dit que c'était une bonne idée de faire d'une pierre deux coups et de publier son plan. Pour ce lieu, j'ai bien détaillé les extérieurs, car c'est probablement là qu'on passera le plus de temps au jeu de rôle, surtout si vous utilisez l'extension Soldat du JDR Nullbuck. En effet, tous les intérieurs ne sont pas disponibles en vue du dessus pour le moment. C'est un plan assez vaste avec lequel vous pouvez scénariser des heures de jeu et qui sera encore plus complet quand j'aurai fait les intérieurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous pensez en avoir l'usage. Nous n'avons pas sur le plan l'intégralité du fortin avec tous ces murs d'enceinte, mais c'est volontaire, car cela peut donner l'occasion à un MJ de rajouter des aménagements qui lui seraient utiles, comme un camp d'entraînement ou un campement de réfugiés ou une dangereuse réserve de poudre. Sachez que le fortin est aussi livré en vue nocturne. Ici, vous avez donc le mur d'enceinte sud, qui est haut de 3 étages, avec une grande arche pour laisser passer les véhicules. 2 guérites situées à l'extérieur sont généralement occupées par des gardes en faction, et il y en a bien sûr d'autres qui patrouillent sur les remparts. L'entrée pavée du fortin permet d'accéder à tous les lieux utiles aux militaires et à les surveiller d'un seul regard. En partant sur la droite, on trouve la forge, où 2 spécialistes s'occupent de la maintenance, de l'équipement et de la ferronnerie. Vient ensuite l'atelier qui est relégué dans un coin du fortin car, on l'a précisé, il s'y déroule parfois des expériences un peu dangereuses. C'est là que les mages volontaires fabriquent des potions par exemple. Près de là se trouve le magasin qui est l'endroit où se font les perceptions d'équipement, que ce soit pour la vie quotidienne des militaires ou pour des missions. L'espace de vie des gardes se trouve juste à côté, il s'agit du réfectoire pour les troupes. Lorsque le service est terminé, ce lieu sert aussi de foyer, un peu comme une taverne, mais dans laquelle on n'a pas vraiment le droit de se battre et qui ferme assez tôt. Son intérieur est déjà finalisé. Pour séparer l'encadrement des troupes de base, il y a bien sûr un autre bâtiment plus petit isolé derrière l'ordinaire, c'est le mess des officiers. Il a le même usage que le réfectoire, mais pour les chefs, la nourriture y est également bien meilleure. Le bâtiment de résidence des officiers se trouve derrière le mess, à l'opposé du casernement des non-gradés, afin d'aménager des espaces de tranquillité pour les uns et les autres. La maison située juste à côté est celle occupée par le commandant du fortin, qui ne se mélange pas aux officiers de bas niveau. Cette grande maison permet d'inviter d'autres militaires de haut rang quand c'est nécessaire, ou bien des VIP. Le long de cette maison se trouve le pas de tir, où l'on peut s'entraîner à l'arc ou à l'arbalète, idéal pour les initiations aux épreuves du jeu de rôle. Près de cet endroit, la prison du fort est un bâtiment sombre aux murs épais. Ce n'est pas la prison principale de la ville, mais on y met les individus qui doivent rester sous surveillance ou ceux qui font l'objet d'une enquête. On a notamment parlé de cette prison dans le roman L'Orbe de Xaraz. Au centre du fort se trouve une arène d'entraînement. C'est un endroit où l'on peut mettre en scène des premiers combats des militaires fraîchement débarqués, comme je l'ai suggéré dans certains de mes scénarios pour le supplément Soldats. La place d'armes juste à côté est utile quotidiennement. On y regroupe tout le monde pour les cérémonies, les réunions, tout ce qui concerne la communication entre les militaires. Il y a 3 grands bâtiments de casernement sur la gauche dans lesquels on trouve les chambres et les sanitaires pour le reste du personnel militaire. Le bâtiment de l'unité Furet est en bas à gauche. Sur la gauche aussi se trouve une grande écurie ainsi que quelques chariots. La partie intérieure de l'écurie est finalisée mais ne figure pas pour le moment dans la livraison.
Le fortin de Glarg est une grande infrastructure permettant de scénariser pas mal de choses, même si l'on ne joue pas avec l'extension Soldat. Comme ces installations sont plus ou moins standards, vous pouvez utiliser les plans pour d'autres fortins de grandes villes, comme ceux de Schnafon, de Waldorg, de Gallo ou de Mliuej. N'hésitez pas à partager vos idées de scénario concernant ce type d'endroit qui serviront sans doute à d'autres MJ de passage. Un peu plus loin dans le récit du plan galzanien, on se retrouve dans un camp militaire situé à quelques kilomètres de Glarg. Ce camp est une installation permettant de faire atterrir et décoller un engin que les autorités tentent de ne pas trop dévoiler au public, le dirigeable. Le camp est situé au cœur d'un bosquet, dans une clairière aménagée pour l'occasion, pour des raisons de discrétion. On retrouve dans ce campement l'essentiel des installations d'un fortin, mais dans une version évidemment beaucoup plus proche du camping. Les remparts ne permettent pas de faire des rondes de surveillance, mais 2 miradors, un au sud et un au nord, permettent à des gardes de jeter un œil sur les environs. L'entrée du camp comporte également 2 guérites pour les plantons. De là partent des chemins au sol qui permettent aux soldats de patrouiller à l'extérieur. L'espace au centre du camp est destiné à sécuriser la nacelle du dirigeable grâce à plusieurs piquets solides répartis tout autour, mais sert aussi de place d'armes. Une tour de contrôle en bois a été érigée non loin de là pour aider aux manœuvres de l'engin. Autour de cet espace, on trouve un puits pour l'approvisionnement en eau et pas mal de caisses d'équipement, car on n'a pas forcément d'endroit pour les ranger. Sur le pourtour du camp, on trouve aussi plusieurs tentes qui vont servir de logement aux militaires les moins gradés. Les sous-officiers et l'officier en charge du camp pourront être logés dans des tentes plus luxueuses situées sur la gauche. Vous avez sur la droite le bâtiment le plus solide, le magasin, où se trouve également l'armurerie et la réserve de nourriture. Pour ce qui concerne les 2 cabanes en bois, l'une sert de réfectoire et de foyer, tandis que l'autre est utilisée pour garder au sec les équipements sensibles, mais on y trouve aussi l'infirmerie et l'ingénieur médecin du camp. Au niveau du jeu de rôle, ce type de campement peut servir à divers scénarios pour les soldats, pour des combats contre des hordes, pour des aventuriers en transit, des gens à protéger ou une cargaison précieuse à convoyer. Le dirigeable militaire, quant à lui, est un véhicule qui a été introduit dans notre jeu de rôle quand j'ai sorti l'extension Confins du Givre, car il permet de franchir les chaînes de montagne, du moins en théorie. C'est un assez gros bidule qui prend pas mal de place dans le camp lorsqu'il est posé. Dans le chapitre 4, nous avons plusieurs lieux en extérieur qui ne nécessitent pas forcément de plan spécifique. Mais Dussos est un petit village fernolien peuplé de semi-hommes, et le plus grand bâtiment du village est une grange. Elle est aménagée pour un banquet et c'est ce que nous avons sur le plan proposé, car dans notre histoire, elle sert surtout à manger. Le décor autour de la grange est constitué de petits carrés de verdure potagère et d'installations agricoles. Ici, nous avons le plan, avec un éclairage de début de soirée. La grange est effectivement assez grande pour loger une bonne trentaine de convives. Ce n'est pas un lieu très standard pour du jeu de rôle, mais je trouve que c'est justement ça l'intérêt, permettre de faire visiter à vos joueurs des endroits qui sortent un peu de l'ordinaire. Pour ce qui est de vos propres scénarios, j'ai mis assez d'extérieur sur le plan pour pouvoir mettre en scène un raid de pillards ou une attaque de peau verte attirée par l'odeur du cochon grillé. Cela permet de tirer profit de l'environnement pour planquer des gens ou utiliser des objets comme couverture si jamais il devait y avoir du combat. L'intérieur de la grange également possède un étage de balcon auquel on peut accéder par 4 escaliers disposés dans les coins. C'est idéal pour des voleurs fourbes ou des archers qui montent se planquer. Je ne vais pas vous révéler où se trouve cette auberge car ça n'est pas nécessaire, mais il s'agit d'un assez grand établissement d'hôtellerie situé en centre-ville. On n'est pas ici dans une petite auberge crasseuse de banlieue, ici c'est propre et plutôt bien organisé. Ce bâtiment assez vaste pourrait recevoir une bonne 60aine de clients et dispose d'une 20aine de lits. Le rez-de-chaussée accueille évidemment la grande salle commune qui est chauffée par 3 cheminées et la grande porte d'entrée. Il se trouve ici 3 box pour les clients VIP et des petites tables discrètes dans les coins. Les latrines sont en haut et on y accède par une porte située ici. Enfin, un large escalier pour monter aux chambres se trouve contre le mur de droite. Il y a également un grand bar sur le côté prévu pour 2 employés et derrière celui-ci une petite salle de repos avec un bureau pour la gestion et les paperasses. Il y a aussi un coffre dans lequel il pourrait y avoir des choses intéressantes. La cuisine juste à côté possède une large ouverture et pas de porte car c'est plus pratique pour transporter les victuailles. Derrière la cuisine, une grande réserve. Il y a également à cet endroit 2 portes utilisées par le personnel pour entrer ou sortir de l'auberge. Quand on parle d'auberge, on a souvent besoin d'une écurie. Celle-ci est en haut du plan et permet d'accueillir une bonne poignée de chevaux ainsi qu'éventuellement des petits véhicules.
Enfin, à l'étage, vous avez bien entendu les chambres. Elles sont plusieurs prix et plusieurs échelles de standing. Dans certaines, vous avez un bain, dans d'autres, vous avez plusieurs lits, dans d'autres encore, vous avez un bureau pour les voyageurs de commerce ou une literie pour deux. Quand vous lirez le roman, vous pourrez vous amuser à essayer de comprendre dans quelles chambres sont répartis nos aventuriers et quelles choses étranges peuvent bien s'y dérouler. Au niveau du jeu de rôle, une auberge de cette taille permet non seulement de se reposer, mais également de faire une enquête dans un genre murder party, ou bien de donner rendez-vous à des personnages importants. C'est potentiellement aussi le lieu d'une bataille épique contre des gardes. Nous avons ici une grande cité bien défendue et assez civilisée, qui n'est pas en terre de fang. Quand des aventuriers veulent se faufiler dans une ville sans être vus, les égouts sont une solution bien pratique et ça n'est pas la première fois que les fiers de hache les utilisent. Seulement, un tel accès n'est pas vraiment un secret pour tout le monde et les égouts sont souvent utilisés par d'autres personnages à la moralité douteuse, tels que les contrebandiers et la pègre locale. Ce plan montre une petite brèche dans les remparts en bas, à un défaut du mur qui sera pointé par un indicateur ou un espion. La brèche pourra être élargie pour passer et mène au tunnel de maintenance des égouts qui normalement n'ont pas d'accès vers l'extérieur. On pénètre alors dans un labyrinthe de tunnels dont j'ai modélisé ici une petite partie. Un peu plus loin, les contrebandiers locaux ont aménagé une planque et constitueront probablement une force d'opposition non négligeable. Dans l'éventualité très probable où les aventuriers ne sont pas discrets du tout, ils seront généralement entendus et attendus. Et à partir de là, un affrontement sera sans doute nécessaire. Après celui-ci, on pourra passer les grilles et aller plus loin. Le dernier plan du pack pour le moment est une grande prison citadine à 2 niveaux avec un rez-de-chaussée et un souterrain. On a ici un gouvernement très à cheval sur l'ordre, donc la prison est grande et bien fournie en matériel de torture. Autour de la prison, j'ai laissé les rues qui vont permettre à un groupe de s'organiser soit pour la quitter, soit pour y entrer. Le plan de la ville n'existe pas pour le moment, mais j'avais prévu de le faire pour une prochaine extension du jeu de rôle. La prison elle-même n'a qu'un accès, c'est la grande porte à droite. Elle est évidemment flanquée de gardes, tandis qu'une autre patrouille circule tout autour du bâtiment. Bien entendu, aucune des meurtrières étroites visibles sur le mur ne permettent à une personne de se faufiler. Le rez-de-chaussée de la prison comporte une grande cellule de dégrisement et des cellules plus petites, ainsi que des cages. Comme il y a pas mal de personnel de surveillance, on a aussi une intendance, 2 salles d'eau, une salle d'entraînement pour se défouler et des quartiers qui permettent aux gardes de se reposer et de se restaurer. L'accès au souterrain se fait à travers un sas de sécurité qui ne s'ouvre traditionnellement que de l'intérieur et qui est gardé en permanence. Une fois en bas, on se retrouve dans un autre sas qui fonctionne de manière identique. On a alors accès au souterrain. Cette partie de la prison est bien plus grande, plus sombre et plus inquiétante que la première. C'est là qu'on garde les détenus les plus dangereux ou ceux qui défient vraiment le pouvoir politique. C'est là qu'on enferme aussi les gens qu'on peut faire disparaître sans qu'ils laissent de traces. Ils pourraient par exemple être démembrés et dévorés par les animaux en cage dans une grande salle spéciale et nauséabonde située sur la gauche. Les gardes qui travaillent ici n'ont qu'une petite salle de repos et d'intendance, et des latrines. Tout le reste du niveau consiste en cellules de taille variée, et vous trouverez sur la droite 2 grandes salles de questions dont l'ameublement est étudié pour extraire des aveux aux pensionnaires les plus récalcitrants. La prison conclut pour le moment la visite de ce premier pack de plans, mais il reste un dernier lieu que je n'ai pas encore fait et qui se trouve un peu plus loin dans l'histoire. Vous pouvez laisser un commentaire si vous appréciez la démarche et si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez déjà utilisé certains de mes plans de luxe pour du jeu de rôle et ce que vous en avez fait, ou bien si vous avez des suggestions de plans qui ne figurent pas encore ici ou sur le site et qui vous seraient utiles. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon jeu et une bonne lecture.